Bonjour à tous. Alors, pour que ce soit un petit peu plus ludique comme correction et pour ne pas lire et lire des pages entières comme vous le détestez, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à lire cette fois-ci, je vous propose de faire la correction du travail que vous aviez à faire ce lundi 1er février lors de mon absence sous forme d'une vidéo. Alors, simplement, je vais corriger le bilan ici avec vous en complétant par les mots qui manquent, donc que vous aviez à replacer puisque vous les aviez ces mots. Donc ici ça donne l'homme modifie les écosystèmes pour ses besoins. Il en résulte souvent des impacts négatifs. Vous pouvez corriger en même temps en vert dans votre cahier, ce serait top. Comme la disparition de certaines espèces. Et donc, la diminution de la biodiversité. Diminution de la biodiversité. Mais l'homme a pris conscience de l'importance des écosystèmes. On y reviendra tout à l'heure dans les exercices et essaie donc de trouver des solutions. Afin de limiter les impacts négatifs, on peut aussi dire, si vous préférez, diminuer. Et donc de préserver la biodiversité, puisque c'est le but. Je vous avais demandé d'encadrer à la règle, bien sûr, le bilan. D'accord, pas comme moi ici. De mettre, comme on en a l'habitude, un petit cœur. C'est le bilan qui est à savoir par cœur. Voilà la première chose. Ensuite, vous aviez un exercice sur le lynx à faire. Je trouvais ça pas mal parce qu'en plus, il faut savoir que la population de lynx dans les Vosges augmente depuis quelques années maintenant. Donc vous pouvez vous retrouver face à un lynx si vous allez vous balader dans les Vosges. Faut-il encore aller se balader? Alors, la première question, donc je ne vous rappelle pas tout l'énoncé. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez arrêter quand vous voulez, faire répéter les choses, revenir en arrière, aller vite parce que vous avez compris, vous faites à votre guise et surtout à votre vitesse. Donc montrer, première question, que la réintroduction du lynx a été bénéfique pour son espèce. Donc en fait, ici, vous le voyez, je vais revenir aussi avec un stylo, vous le voyez bien ici, d'accord. En 1900, il n'y avait plus de lynx. En 2008, vous avez toute cette région qui était peuplée par le lynx. Et regardez, en 2011, l'augmentation de la population. Donc ici, il y a eu une augmentation de la population. Donc en fait, ça veut dire que c'est vraiment bénéfique pour l'espèce. Il y a beaucoup plus d'individus au cours du temps. Donc en fait, la réintroduction du lynx a bien été bénéfique pour son espèce puisqu'il y a de plus en plus d'individus. Deuxième question. Alors donc ça, j'ai considéré que c'était la question 1, vous avez compris, ça la 2. À l'aide de ces connaissances et des documents, montrer l'importance du lynx dans l'écosystème forêt. Alors, on vous dit déjà une première chose importante. Le lynx participe à la régulation des populations de nombreux herbivores. Ça veut dire qu'il régule, il permet de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop. En fait, c'est toujours ça le problème. Alors, justement, quand le lynx n'est pas là, imagine, il disparaît comme en 1900, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont juste en dessous dans la chaîne alimentaire n'ont plus leur prédateur qui est le lynx. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se multiplier. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Regardez, tac, dans l'exercice. Lorsque les chevreuils sont trop nombreux, ils détruisent de jeunes arbrisseaux et mangent les jeunes pousses des arbres, provoquant ainsi des dégâts. Pareil, quand les lièvres se multiplient, il y en a beaucoup trop et ça crée des dégâts. Donc en fait, si on ne veut pas avoir de dégâts dans les forêts, eh bien, en introduisant le lynx, en fait, il va réguler en mangeant les chevreuils et les lièvres et éviter surtout les dégâts dans les forêts. Je vous ai demandé, pour terminer, de décrire une chaîne alimentaire. Alors, ce que je vous propose, c'est ce document-là. Donc, pareil, je vais prendre de quoi noter. Tac, ici.
Donc en fait, comme chaîne alimentaire, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Alors, c'était... Il faut juste que je la reprenne sous les yeux. Ici. Alors, simplement, pardon, des végétaux au début de la chaîne alimentaire qui sont mangés par le chevreuil, qui est lui-même mangé par le lynx. Ou les végétaux qui sont mangés par les lièvres, c'est la deuxième possibilité qu'il y avait, qui lui-même est mangé par le lynx. Alors là, on a déjà un réseau alimentaire, puisqu'on a plusieurs chaînes alimentaires qui s'entrecroisent si on veut. Une toute petite parenthèse que j'ai trouvé très intéressant, et vous l'avez vu en 6e, pardon, c'est que tout être vivant, ici par exemple le lynx ou le chevreuil, le lièvre, les végétaux, quand ils meurent, ils se décomposent tous. D'accord? C'est de la matière organique qui se décompose, et vous l'avez vu dans l'énoncé tout à l'heure. J'y reviens juste, comme ça me permet de l'avoir sous les yeux. Ici, vous voyez que pareil, de quoi noter, excusez-moi. Ici, vous voyez que en fait, on pourrait noter la flèche comme ça. Le chevreuil, pardon, le lièvre, les végétaux vont tous se faire décomposer par des décomposeurs. Ils vont décomposer quoi? La matière organique qui va devenir de la matière minérale. Qui c'est qui se nourrit de matière minérale? Hop là, les végétaux. Qui, eux, nourrissent les chevreuils, les lièvres, qui, eux, sont mangés par le lynx, qui, lui, va finir, tout comme les autres, par se décomposer, etc. En fait, dans une forêt, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, il n'y a pas de perte. D'accord? C'est pas comme dans des champs, etc. Mais ça, vous le verrez en classe de 3e. Pour terminer, j'essaie d'aller assez vite. Alors, ce dernier exercice, tout à fait intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler. Eh bien, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous indiquait? Première question, on vous demandait que représente le graphique 1. Donc, toujours bien regarder. Je reprends de quoi noter. Je vais prendre une couleur différente de ce qu'il y a dans le document. Donc ici, regardez, vous avez quelque chose qui est indiqué ici. Là, vous avez le temps, bien sûr. Et vous avez un titre, hein, disparition de la forêt primaire en Indonésie. Donc, que représente le graphique 1? Il représente la surface de forêt primaire en Indonésie qui disparaît en millions d'hectares en fonction du temps. Donc la surface de forêt qui disparaît en millions d'hectares en fonction du temps. Combien d'hectares la forêt indonésienne a-t-elle perdu en 2012? 2012, je regarde. Mon point sur le graphique est ici. Vous avez fait ça un petit peu en 6e pendant le confinement, pour ceux qui s'en souviennent. Et tac, 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 tac. On va ici. On arrive quasiment à 0,8 millions de hectares. Si vous faites le calcul, 0,8 millions d'hectares, ça fait 800 000 hectares. Je rappelle, mais ça vous avez dû le voir en mathématiques, d'où l'utilité des mathématiques. Ça donne 800 000 hectares, ça s'écrit comme ça, hectare HA. Si un terrain de football mesure 1 hectare, combien de terrains de football cette perte représente-t-elle? Donc si 1 hectare, c'est un terrain de football, 800 000 hectares, ça fait l'équivalent de 800 000 terrains. Vous prenez 800 000 terrains de foot les uns à côté des autres, ça vous fait la quantité de forêt qui disparaît chaque année depuis 2012. 800 000 terrains de football. Très bien. Vous voyez bien que, question suivante, comment évolue la déforestation en Indonésie? Regardez, tac, 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 qu'est-ce que ça fait? Alors même si des fois, il y a du mieux, depuis 2001, on a quand même multiplié par 4 la surface qui disparaît chaque année. D'accord? Donc
la déforestation avance très rapidement depuis les années 2000. Donc, il y a beaucoup de déforestation, en Indonésie notamment. Alors, il n'y en a pas que là, mais on en parle beaucoup. Que représente le graphique numéro 2? Donc là, pareil, on regarde le titre, on regarde ce qui est indiqué sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses, c'est le temps, comme tout à l'heure. Que représente-t-il? Donc, il représente la surface utilisée pour la production d'huile de palme en Indonésie en millions de hectares en fonction du temps. D'accord? Donc, là, il représente la surface utilisée pour la production d'huile de palme en Indonésie en millions de hectares en fonction du temps. Combien de hectares sont utilisés en 2012 pour la production d'huile de palme? 2012, je prends mon point en 2012 ici. Le voilà. Et j'arrive un petit peu au-dessus de 18, 19 c'est là, donc on est à 18,5 millions de hectares. D'accord? Donc 18,5 millions de hectares. Comment évolue la production d'huile de palme en Indonésie? Eh bien, on voit que depuis 2000, les années 2000, elle ne fait qu'augmenter. Elle a quasiment doublé en 20 ans, puisque en 2001, on était à 10, là, on est quasiment à 20. Donc, la production d'huile de palme en Indonésie augmente. Compare les deux graphiques. Que peux-tu en déduire? On voit qu'il y a une augmentation parallèle de la production d'huile de palme, de la surface utilisée pour la production d'huile de palme et de la disparition de la forêt primaire en Indonésie. D'accord? Donc, il y a la disparition de la forêt augmente en même temps que la surface utilisée pour produire de l'huile de palme augmente. Donc, en fait, le lien qu'il fallait que vous fassiez, mais il ne vous était pas demandé, c'est de dire qu'en fait, on déforeste la forêt primaire en Indonésie. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces surfaces? Eh bien, on plante en fait des palmiers à huile de palme pour produire de l'huile de palme. Et je vous parlerai tout à l'heure très très rapidement du pourquoi, du comment. Alors, les conséquences de la déforestation, c'est l'autre document que vous aviez dans les consignes, auquel vous avez tout à fait accès à la séance de lundi. Donc, les conséquences, c'est la perte de la biodiversité, puisqu'il y a certaines espèces qui disparaissent, l'aggravation de maladies, le développement de maladies aussi, et le coronavirus en fait partie aussi, petite parenthèse. Tout simplement pourquoi? Parce que notamment des chauves-souris ou certaines espèces, quand on déforeste, sont obligées de trouver d'autres habitats. Donc elles vont se rapprocher des habitats humains, etc. Et donc en fait c'est comme ça qu'on a l'émergence aussi de nouvelles maladies. L'aggravation de catastrophes naturelles, la diminution de la ressource en eau et les changements climatiques, bien entendu. Voilà les conséquences, donc il fallait juste en noter quelques-unes à partir du document. Et pour finir, qu'est-ce qu'une forêt gérée de manière durable? Pareil, vous retrouverez la phrase dans le document de consigne. C'est gérer durablement une forêt, c'est quoi? C'est l'exploiter sans l'appauvrir, sans la détruire, pour que les enfants de vos enfants puissent en profiter autant que nous. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on coupe un arbre, il faudrait en replanter un. Voilà. Donc, gérer de manière durable, ça veut dire dans le temps, durablement, pour que la ressource ne s'épuise pas. Je vous parlais justement, pour finir, des palmiers à huile. Alors, vous avez pu voir aussi dans le document que même si l'huile de palme, c'est pas le top pour la santé, elle est surtout beaucoup moins chère que les autres. Et elle donne une texture aux aliments qui est appréciée des gens qui sont addicts au sucre notamment. Elle est très utilisée dans les usines alimentaires pour la conservation et le goût en fait de certains aliments, la texture de ces aliments-là. Voilà, donc eh bien, à chaque fois que vous achèterez des biscuits avec de l'huile de palme, vous aurez une petite pensée pour la déforestation. Voilà, très bien. Bah, écoutez, j'espère que c'était pas trop rapide comme correction, que vous aurez le temps de la reprendre. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère.
et travaillez bien. À bientôt!